Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. On se retrouve au moment des célébrations de la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, face à ces célébrations, que penser du fameux isolement de Vladimir Poutine? Les tentatives de trêve sont-elles véritablement réalistes pour cette guerre en Ukraine? Croyons-nous en une recomposition mondiale et générale? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, chers amis, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Alors pensez à cliquer sur le pouce en l'air, ça prend 1 seconde et c'est très efficace. Et écrivez-moi dans les commentaires et bien sûr relayez cette vidéo. À tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui pour parler de toute cette actualité, Jacques Sapir. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nouveau avec nous. Vous êtes géopolitologue, économiste, spécialiste des questions stratégiques, monétaires, directeur d'études à l'EHESS et vous êtes aussi évidemment membre de l'Académie des sciences de Russie, évidemment un pays que vous connaissez particulièrement bien. Vous avez également écrit de très nombreux ouvrages et je ne citerai que le dernier, La fin de l'ordre occidental, c'est aux éditions Perspectives libres de notre ami Pierre-Yves Rougeron. Alors on va commencer par une petite précision. Évidemment, nous sommes le 9 mai. Les célébrations de la victoire soviétique sont en cours. Donc il faut que vous le sachiez, évidemment. S'il se passe quelque chose après, nous ne pourrons pas le savoir. Jacques Sapir, peut-être tout simplement un rappel historique. Pourquoi cette date est-elle si importante pour les soviétiques? Parce qu'on voit bien qu'on assiste là à une célébration qui dépasse celle que nous connaissons en France. La raison est très simple, et c'est d'une certaine manière la même pour laquelle pendant très longtemps le 11 novembre était absolument capital en France, les pertes humaines. L'Union soviétique a perdu probablement entre 26 et 28 millions de morts. Il y a toujours une incertitude aujourd'hui. Le chiffre de 20 millions qui a été très utilisé, qui est celui que donne en réalité Staline au moment de la conférence de Yalta. Donc avant la fin de la guerre, il dit oui, ça nous a coûté 20 millions de morts. C'est ce qu'il savait à l'époque. En réalité, mais après, comme Staline avait dit, c'est devenu un petit peu le chiffre officiel. En fait, dès les années 60, les démographes soviétiques pensent que c'est plutôt 24 millions. Bon, et aujourd'hui, avec la totalité des documents, on pense que ça se situe, alors même chose, il y a toujours une marge d'incertitude entre 26 et 27 millions. C'est considérable. C'est considérable. Ça représente un peu plus de 15% de la population. Si vous voulez, c'est énorme. Par exemple, si on appliquait le même chiffre à la France, ça voudrait dire que nous aurions perdu pendant la Seconde Guerre mondiale 6 millions de personnes. Donc c'est vraiment un choc démographique tout à fait considérable. Après, il y a les morts militaires, probablement 11 à 12 millions, et il y a les morts civiles. Et on voit que les morts civiles sont très probablement plus importants, mais en sont même certainement plus importants. Alors, c'est dû à l'attitude de l'armée allemande face à la population civile. Bon, nous on parle, et à très juste titre, si vous voulez, du massacre commis à Oradour-sur-Glane, mais des cas similaires à Oradour-sur-Glane, en Russie et en Biélorussie, il y en a à peu près 300. Donc c'est ça, si vous voulez. Et puis, la famine imposée par les Allemands, qui pillaient toutes les récoltes, et donc il y a une partie. Et après, il y a eu les massacres des prisonniers soviétiques, prisonniers civils ou militaires. Alors, c'était pas ce qu'on appelle des camps d'extermination, mais c'était des conditions qui n'étaient pas très éloignées des camps d'extermination. Par exemple, on considère que 2 millions de prisonniers militaires sont morts dans les camps dits de prisonniers allemands. Donc voilà, ça d'abord c'est un fait qui est absolument massif. Il n'y a pas d'une famille en Union soviétique qui n'ait pas un ou plusieurs morts dans cette guerre. Donc ça, c'est un point essentiel. Le deuxième point, c'est que évidemment,
c'est cette guerre qui a fait de l'Union soviétique, après de la Russie, une puissance mondiale. Bien sûr. Quand on regarde les frontières, quand on regarde la sphère de domination, eh bien évidemment, l'Union soviétique en 1945, elle est passée à un niveau supérieur de ce qu'était l'Union soviétique en 1939, voire en 1941. Donc ça, c'est aussi un point qui est extrêmement important. Et puis la troisième raison, c'est que évidemment, et là il y a une très grande différence entre 1945-46 et la période actuelle, c'est que l'Union soviétique est reconnue par les premières puissances du monde, que ce soit par les États-Unis ou que ce soit par la Grande-Bretagne. La France, malheureusement, ne compte pas beaucoup en 45-46, même si elle est présente. Et d'ailleurs, lors de la signature de la capitulation allemande à Berlin, qui se fait dans la nuit du 8 au 9. Alors, 9 parce que c'est l'heure de Moscou, puisque l'heure de Moscou a toujours 1 à 2 heures d'avance par rapport à l'heure d'Europe occidentale. Bon, de Lattre de Tassigny est présent. Et les journalistes racontent, que ce soit les journalistes occidentaux ou les journalistes soviétiques, la réaction du maréchal Jodl, qui signe pour l'Allemagne l'acte de capitulation, quand il voit de Lattre de Tassigny, il dit « Ah non, pas les Français !» si vous voulez. Bon. Mais c'est vrai que, fondamentalement, cette guerre, les Soviétiques ont le sentiment, alors, pour certains qui l'ont complètement gagnée, d'autres sont plus réalistes, ils admettent l'importance de l'aide qu'ils ont reçue des États-Unis, mais ils savent aussi que c'est eux qui ont payé le prix le plus lourd et qui ont affronté la partie la plus importante de l'armée allemande. C'est ça, parce que pourquoi ont-ils payé ce prix lourd, au-delà de tous les problèmes qu'il y a eu dans l'armée rouge, bon. Mais c'est le fait que de juin 1941 jusqu'à fin août, début septembre 1943, les forces soviétiques affrontent 70% des forces militaires de l'Axe. Pas simplement des Allemands, je dis bien de l'Axe. Parce qu'avec les Allemands, vous avez des Hongrois, vous avez des Roumains, vous avez des Slovaques, pas tellement. Vous avez eu en 1942 et début 1943 des Italiens. Il y a un corps expéditionnaire italien qui se bat à Stalingrad de plus de 100 000 hommes. Bon, c'est donc, c'est ça. Et même après, quand l'Allemagne est obligée de faire redescendre des troupes vers le sud, parce qu'il y a le débarquement allié en Italie. Si vous voulez, il y a la capitulation de l'Italie, le débarquement, etc. Même là, les forces soviétiques affrontent plus de 50%. Je vais vous donner une comparaison. Dans la bataille du Bocage, qui est une bataille féroce, il n'y a pas de question là-dessus, qui suit immédiatement le débarquement en Normandie. Les forces allemandes ne représentent que 15%. C'est-à-dire même pas le tiers de ce qu'affrontent les soviétiques. Donc voilà, c'est aussi cela. Et le fait qu'on ne reconnaisse pas cela en Occident, alors on l'a reconnu pendant tout un temps. C'est ce que j'allais dire, c'est au fil du temps qu'on a oublié peut-être tout à fait, cette histoire. On n'a pas simplement oublié, on a voulu aussi ne pas le reconnaître. Il y a un problème politique derrière. Mais le fait que l'on ne reconnaisse pas cela en Europe occidentale, c'est quelque chose qui blesse profondément les Russes et globalement, je dirais, pratiquement l'ensemble des ex-soviétiques. Bien sûr. Par exemple, vous parlez à quelqu'un du Kazakhstan ou du Turkménistan. Ils ont été évidemment associés puisqu'ils faisaient partie de l'URSS. Et ils ont une réaction extrêmement négative par rapport à l'attitude occidentale. Donc ça aussi, il faut le savoir.
Comment vous expliquez, parce que vous m'avez reprise à juste titre, c'est pas oublié, c'est qu'on a voulu l'effacer avec une volonté politique, dites-vous. Comment vous l'expliquez et surtout quel est l'objectif? Et au profit de qui? Au profit des États-Unis? Oui, essentiellement. Alors, parce qu'il faut dire qu'il y a un autre pays dont on oublie la contribution, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui porte seule, pratiquement, le poids de la guerre de juin 1940 à juin 1941, pendant un an. Bon, en fait, avec la guerre froide, il y a eu un effet, si vous voulez, de propagande, ou plus précisément de ce qu'on appelle le pouvoir doux, le soft power américain, qui a voulu imposer le fait que le vainqueur de la guerre, c'était les États-Unis. Et, ce qui explique, aussi l'effacement de certains faits qui se sont déroulés pendant le débarquement, d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Le fait, par exemple, que les troupes américaines ne sont pas majoritaires dans le débarquement de Normandie. Ce sont les troupes du Commonwealth, britanniques et canadiens. Donc ça, si vous voulez, c'est un point important. Point d'ailleurs qui choquait dans les années 90 toute une série de militaires américains avec qui j'étais en contact, puisqu'à l'époque, je travaillais pour le ministère de la Défense et j'allais très régulièrement aux États-Unis. Et je me rappelle que l'un, c'était un colonel du renseignement militaire, qui me dit « Mais enfin, la totalité des morts américains lors de la campagne sur Guadalcanal, qui est l'une des campagnes les plus sanglantes, les plus dures qu'a mené en fait la marine américaine, la marine et l'armée. Hein. Bon, il me dit, mais les pertes totales de cette campagne, c'est à peine un jour de combat sur Stalingrad. Donc, lui le savait, si vous voulez, et il disait, mais bon, on n'imagine pas, nous n'imaginons pas ce qu'a été cette guerre pour les Soviétiques. Et c'est vrai, les États-Unis ont eu, je crois, 380 000 ou 400 000 morts militaires. Donc c'est en fait très peu. Ce qui est intéressant, si vous me permettez, c'est qu'on dit tout le temps l'histoire est écrite par les vainqueurs. En réalité, encore faut-il désigner, j'allais dire, le vainqueur avant qu'il puisse écrire l'histoire. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que des deux côtés, on a voulu tirer la couverture à soi. Alors, pour les Américains, c'est tout à fait clair. Oui, il y a un côté qui a mieux réussi que l'autre. Voilà, et de ce point de vue-là, je dois dire que Hollywood a beaucoup contribué à ça. Bien. Mais du côté soviétique aussi, cette tendance a existé. Par exemple, le fait de ne pas reconnaître l'importance du pré-bail. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Et, si vous voulez, les chiffres là sont indiscutables. Le pré-bail commence à être important, vraiment, et à jouer un vrai rôle stratégique pour la Russie à partir de 1943. À partir de février-mars 1943, puis il va monter en puissance. Bon, d'accord. Mais pendant tout un temps, il était interdit en URSS de faire mention du pré-bail. Le maréchal Zhukov, qui apparaît d'ailleurs comme le vainqueur militaire de la guerre. Et d'ailleurs, c'était très étonnant de voir, même au début des années 70, la manière, et même encore maintenant, dont son nom est entouré, si vous voulez, d'un respect immense. Hein. Je me rappelle qu'au début des années 90, je vais au Bolchoï. Bon, j'adore l'opéra. Et à un moment donné, le présentateur, avant que commence l'opéra, il me dit, bon, vous éteignez vos portables, bon, etc. Bon, et il dit, et je vous signale la présence dans la salle, c'était de la deuxième fille, je crois c'est Elena Zhukova, là, donc la deuxième fille du maréchal Zhukov. Et toute la salle se lève et crie en russe, où est Zhukov et la victoire? Куда Жуков есть, победа есть. Bon, c'est quand même en 90. Zhukov était mort depuis plus de 20 ans. Alors, Zhukov, qui lui a reconnu dans ses mémoires cette contribution importante des États-Unis à la victoire des Soviétiques, s'est fait
réprimandé et même réprimé pour cela. Et pour cause, puisque visiblement, il n'aurait rien fallu concéder. Voilà, ça c'était évident. Donc, d'un côté comme de l'autre, on a voulu tirer la couverture à soi, on a voulu refuser de reconnaître la contribution de l'autre. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas des contributions de même nature, elles ne sont probablement pas de même niveau, mais ces contributions ont existé. Bien sûr. Et je dirais que ce qui est encore plus dramatique, c'est l'effacement dans cette reconstruction de l'histoire de la place de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne et le Commonwealth, parce que qui parle de la Grande-Bretagne parle en réalité du Commonwealth. Il n'y avait pas simplement des troupes britanniques. Peut-être que dans l'opération, ils ont été moins perdants quand même, finalement, avec l'avènement des États-Unis comme grand vainqueur. Qui se souvient, par exemple, de la contribution des Canadiens? Alors nous, en France, on a encore une petite idée, avec l'opération de Dieppe, qui était une catastrophe, avec la contribution des troupes canadiennes et britanniques au combat dans la région de Caen, mais ça reste très minime. L'Australie, la Nouvelle-Zélande. Bon. Et puis il y a un pays dont on parle très peu, l'Inde. L'Inde qui a fourni des combattants, qui d'ailleurs est dans une position ambiguë, puisque le pouvoir britannique réprime très violemment, c'est-à-dire qu'il interdit le parti du Congrès à partir de 1942. Bon, mais l'Inde a fourni des combattants, alors que ce soit face aux Japonais, mais aussi en Europe. Et je dois dire que l'un des rares films qui en fasse mention, c'est Le Patient anglais. Bien sûr. On voit justement cet officier d'origine indienne. Bon, voilà. On a tendance, si vous voulez, cette polarisation qui vient de la guerre froide entre États-Unis et Union soviétique a eu tendance à effacer la contribution de tout le reste. Alors, on revient peut-être à l'actualité, si vous le voulez bien, Jacques Sapir. On voit donc que les célébrations du 9 mai sont très importantes, que cette grande guerre qui a tant coûté à l'Union soviétique a fabriqué dans tous les esprits un véritable sentiment patriotique, d'ailleurs, qui se ressent avec cette fête. Mais c'est aussi une démonstration militaire, et à l'aune de la guerre en Ukraine, on voit qu'il y a aussi une volonté de faire une démonstration de force de la part de Moscou. Oui, tout à fait. Alors, je dirais que c'est une démonstration de force qui est plus diplomatique que militaire. Parce que des défilés sur la place rouge, depuis 1945, il y en a eu pas mal, etc. Même si le plus spectaculaire est certainement celui de 1945, où on voit le cheval de Zhukov, à un moment donné, voler. Il quitte le sol des 4 sabots. Zhukov était un excellent cavalier. C'était un cavalier d'origine. Bon, okay. Alors, oui, il y a la partie militaire du défilé, mais ce qui est important, c'est la partie diplomatique. La présence de la Chine. La Chine aussi, dont on ignore trop souvent le coût qu'elle a payé. Alors, bien sûr, c'est pas la partie européenne de la guerre. Elle est concernée par une guerre que lui fait le Japon depuis 1937. Mais qui se termine aussi en septembre 1945. Elle a probablement perdu 30 millions de morts. Plus que l'Union soviétique, sur une période plus longue, naturellement. Mais plus que c'est là qu'on voit que l'histoire, c'est toujours une histoire de prisme. Tout à fait. Et qu'on ignore complètement la guerre en Orient depuis l'Europe. Ça, c'est clair. Donc, oui, c'est la présence des Chinois, la présence des Vietnamiens, la présence des Coréens, mais ça, elle est plus anecdotique. Y compris dans le défilé militaire. Et dans le défilé militaire. Pas seulement dans les dirigeants. Et puis la présence, là, diplomatiquement, de Lula. Brésilien, bien sûr. Le Brésilien. Le Brésil, qui a été présent dans la guerre en Europe, qui avait 3 divisions déployées en Italie. Chose aussi qu'on passe complètement sous silence. Donc voilà, le fait que les autorités russes ont réussi à ramener autour d'elles, à Moscou, une partie des gens qui ont porté cette guerre,
oui, c'est un succès diplomatique évident pour la Russie, et surtout, ça montre que l'on est revenu à une forme de division du monde en blocs, et il n'y aurait pas cette forme de guerre qui existe actuellement entre l'Inde et le Pakistan. Il y aurait eu les Indiens en plus. Il y aurait certainement eu le Premier ministre Modi à Moscou. Et ça aurait porté les dirigeants à une représentation de près de 4 milliards de personnes. Tout à fait. Tout à fait. Ce que je vous propose à présent, Jacques Sapir, c'est d'écouter tout de suite Vladimir Poutine ainsi que Xi Jinping le 8 mai. Mesdames et messieurs, nos discussions avec le président de la République populaire de Chine se sont déroulées dans une atmosphère traditionnellement chaleureuse, amicale et constructive, et elles ont été très riches et productives. Je suis convaincu que la visite et les négociations actuelles contribueront à renforcer encore l'amitié entre la Russie et la Chine et favoriseront la prospérité de nos pays et de nos peuples. Je viens d'avoir des discussions approfondies, cordiales et fructueuses avec le président Poutine. Nous sommes tombés d'accord sur de nombreux sujets qui sont nouveaux et importants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Chinois est arrivé un petit peu plus tôt parce qu'en réalité, il y a aussi une visite bilatérale qui s'organise autour des célébrations du 9 mai. Alors, ce qu'on peut constater assez facilement, c'est qu'il y a visiblement une bonne entente diplomatique entre Vladimir Poutine et Xi Jinping et qu'on est très loin de ces prétendus éloignements potentiels avec le rapprochement entre Poutine et Donald Trump. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, les gens qui ont parlé d'un possible éloignement entre la Russie et la Chine ne savent pas ce qu'ils disent. Je ne dis pas que ce soit toujours le grand amour entre ces deux pays. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des rivalités commerciales entre les deux et que la Russie regarde la pression concurrentielle qu'exerce sur son industrie l'industrie chinoise avec une certaine méfiance. Bien. Ce sont des choses qui existent. Mais fondamentalement, l'alliance stratégique entre ces deux pays, elle est existante depuis maintenant plus de 15 ans, même probablement 20 ans, et elle est très durable pour une raison très simple. Ces deux pays ne peuvent pas se permettre d'affronter le monde occidental seuls. Donc, ils ont besoin, d'une certaine manière, l'un de l'autre. C'est parce qu'ils ont bien intégré qu'ils allaient avoir à affronter le monde occidental, si tant est qu'ils ne soient pas déjà en train de l'affronter. Tout à fait, et ils pensent qu'ils sont en train de l'affronter. Et de ce point de vue-là, bon, le discours de Poutine ne fait que reprendre ce qu'il dit depuis maintenant des années, mais ce qui est intéressant, c'est le discours de Xi Jinping, qui dit que la Russie soutient la position de la Chine sur Taïwan, et soutiendrait, d'une certaine manière, même jusqu'à l'annexion, pas l'annexion, mais disons la récupération par la force de Taïwan. Ce qui est quelque chose quand même d'extrêmement important. Après, la présence du Vietnam, qui était, je dirais, un petit peu en délicatesse avec la Chine. Traditionnellement, si vous voulez, quand vous êtes un pays de, je crois, quelque chose comme 70 millions d'habitants, mais que vous êtes à la porte à côté d'un pays qui en fait 1,4 milliard, il y a toujours un petit problème. Bon. Le fait que les dirigeants vietnamiens soient venus à Moscou participe au 9 mai, et participe à un 9 mai qui est quand même marqué par cette grande amitié entre la Chine et la Russie, ça nous dit quelque chose. C'est-à-dire qu'en réalité, l'alliance russo-chinoise arrive à fédérer, pour des raisons diverses, une grande partie de l'Asie. Et que l'Asie pro-occidentale, maintenant, c'est quoi? C'est le Japon, bien sûr, la Corée du Sud, d'accord, les Philippines. Essentiellement parce que les Philippines sont très hostiles à la Chine pour des raisons d'eau territoriale. Bon, mais même les autres pays sont en train de basculer. La Malaisie est en train de basculer. L'Indonésie
est en train de basculer. Il faut savoir que Elle est présente aussi, je crois. Elle est présente. Le nouveau président indonésien, qui était pendant longtemps le chef de l'opposition, alors, une opposition qui participait aussi au pouvoir. Bon, on est en Asie, on n'est pas en Europe occidentale et les affrontements sont souvent moins marqués. Bon. Le père de Prabowo Subianto, qui est le nouveau président indonésien, a été l'un des membres du Parti communiste indonésien dans les années 50. Et Prabowo Subianto, quand il fait des fêtes, n'hésite pas à chanter avec ses invités russes les chansons des mouvements de jeunesse soviétiques. L'histoire, et l'histoire particulière de cette région, c'est le temps long et ça joue toujours. Soit dit en passant, en parlant de temps long, je crois que ces célébrations du 80e anniversaire correspondent aussi au 25e anniversaire de l'investiture, la première de Vladimir Poutine. Tout à fait. Qu'il a aussi l'inscrit dans la durée, contrairement à tous ces dirigeants occidentaux qui courent après leur mandat au fur et à mesure, tous les 2 ans, voire tous les 4 ans. On sait que Donald Trump, par exemple, est déjà très inquiet des fameuses midterms, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, oui, bien sûr. En même temps, je dirais que Poutine 2025, ce n'est pas Poutine de 2000. Bien sûr. Il était beaucoup plus fragile et il manquait d'ailleurs profondément d'expérience. Bon, pour les Vietnamiens, c'est aussi un point relativement important puisque nous sommes 50 ans après leur victoire et la réunification. C'est aussi cela que les Vietnamiens viennent fêter à Moscou. Bien sûr. Et ils viennent aussi rendre hommage à l'aide qu'ils ont reçue de l'Union soviétique face aux États-Unis. Face aux États-Unis. Donc voilà, il y a toute Bien cette sûr. dimension qui est complètement passée sous silence par la presse occidentale. Eh bien, ça tombe bien, c'est pour ça que vous êtes là. On va poursuivre, évidemment, Jacques Sapir, avec ce contexte qu'on ne peut pas nier, même si on voit bien que du côté russe, là, aujourd'hui, ces derniers jours, on a décidé de le mettre un peu entre parenthèses. C'est bien sûr cette actualité de la guerre en Ukraine. Alors, on le sait, en amont de ces célébrations, beaucoup de discussions ont eu lieu. Vladimir Poutine, lui, a demandé l'établissement d'une trêve de 3 jours, c'est-à-dire du 8 au 10 mai. Je vous propose qu'on écoute la réaction de Volodymyr Zelensky à cette proposition. La Russie rejette constamment toute proposition et manipule le monde pour tenter de tromper les États-Unis. Voici maintenant une nouvelle tentative de manipulation. Pour une raison inconnue, tout le monde doit attendre le 8 mai et ne cesser le feu qu'ensuite, afin de garantir la tranquillité de Poutine pendant le défilé. Ce qui compte pour nous, ce sont les vies humaines, pas les défilés. Alors, on comprend bien, Volodymyr Zelensky il a plutôt envie que Vladimir Poutine ne parvienne pas à faire son opération communication. Bon, je pense qu'on peut considérer d'ores et déjà que c'est raté. Mais Volodymyr Zelensky a été un peu plus loin, puisqu'il a expliqué, mot pour mot quasiment, dans son ukrainien à l'accent russe, si je me souviens bien de ce que vous m'avez dit lors de l'émission précédente, il a tout simplement dit qu'il ne pourrait pas garantir la sécurité des dirigeants internationaux qui se rendraient à Moscou pour le 9 mai. On n'est quand même pas loin de la menace, là. C'est une menace, peut-être pas ouverte, mais c'est une menace, en tous les cas, très mal voilée. En réalité, on voit bien que ce que voulaient faire les Ukrainiens, c'était de tirer une salve énorme de drones vers Moscou. Ce qu'ils ont fait, en fait, dans la nuit du 7 au 8 mai, et tous ces drones ont été abattus. Bon. Ils ne seront pas capables de faire quelque chose. Sur le fond, on a toujours ce problème-là. Zelensky veut une trêve sans engagement d'un côté comme de l'autre sur des choses qui préfigureraient un possible traité de paix. Les Russes disent, on ne va pas refaire Minsk 3. Vous nous avez berné dans Minsk 2, on ne va pas refaire Minsk 3. Et ils disent qu'ils sont prêts à arrêter les combats si l'Ukraine accepte
une série de choses. Tant qu'on en est là, il ne peut pas y avoir de trêve. Les positions ne sont pas compatibles. Après, eh bien, il faut voir que, et en particulier ces derniers jours, l'armée ukrainienne recule, elle recule un peu plus que ce qu'elle reculait il y a 2 mois ou 3 mois. Là, les reculs tendent à s'amplifier. Et d'une certaine manière, il faudra à un moment donné que l'Ukraine accepte au moins une partie des conditions qui sont mises par la Russie. Qu'il y ait des négociations, quoi, en somme. C'est-à-dire qui dit négociation dit forcément... Je dirais plutôt... consensus Ils vont accepter, je pense, mais pas tout de suite. Il va falloir qu'ils soient contraints de reculer plus pour cela. Ils vont accepter probablement une partie des choses, s'ouvriront des négociations, et là, dans les négociations, je pense que la Russie va, en réalité, imposer à l'Ukraine toute une série de conditions. Je l'ai dit déjà depuis plus de 2 ans. Le modèle pour la fin de cette guerre, c'est le modèle du traité entre l'Union soviétique et la Finlande. Le traité de 1947 à Paris. Bien. Même chose. La Finlande avait été attaquée en 1939 par l'Union soviétique. Bon. La Finlande avait participé avec l'Allemagne pour récupérer ce qu'elle avait perdu. Elle avait été à nouveau battue, ou plus précisément, après avoir mené une défense qui a été remarquable à bien des égards. Elle s'est rendue compte que le montant de ses pertes menaçait jusqu'à l'existence même de la nation finlandaise. Et le président finlandais, le maréchal Mannerheim, a demandé à Moscou les conditions d'un arrêt des combats. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces conditions, on retrouve quand même beaucoup de choses que disent actuellement les Russes. C'était neutralisation de la Finlande. Oui, la Finlande a accepté un traité de neutralité. Désarmement. Sur lequel elle est plus ou moins revenue en entrant dans l'OTAN. Hein. Oui, le traité a été signé en 1947. Certes. D'abord, désarmement de la Finlande. Donc la Finlande accepter de ne pas avoir un certain type d'armement, de limiter son aviation, bon, toutes ces choses. Bon. Il y a eu une forme de dénazification, plus précisément, qui a consisté à mettre de côté les quelques dirigeants finlandais qui s'étaient beaucoup compromis avec l'Allemagne nazie. Mais en réalité, la Finlande et l'Allemagne ont mené des guerres parallèles. Oui. C'était pas, ils ont profité de l'Allemagne nazie pour essayer de lutter. Il n'y avait pas réellement de, je dirais, d'alliance formelle. Bon. Et la Finlande a conservé son régime. Il n'y a pas eu de tentative de soviétiser la Finlande. Elle a pu développer un commerce avec l'URSS dont elle s'est plutôt bien portée. Et la Finlande, qui était un pays agricole, sauf Helsinki, hein, qui a toujours été un point industriel, mais qui était un pays globalement agricole, est devenu un pays développé de l'Europe occidentale de 1947 à 1980-1990. Bon, avec des grandes entreprises bien intégrées dans l'économie occidentale. Bon. Ikea est un exemple. Bon. Mais il y en a beaucoup d'autres. Les chantiers navals finlandais, Wärtsilä, sont importants. On avait Nokia à un moment donné. Bon, bref. Et donc, la Finlande a pu se développer. Le niveau de vie finlandais en 1990 n'a rien à voir à ce qu'il était en 1947. Non seulement, je dirais, en données comparables, mais même si on compare tout simplement la place de la Finlande par rapport aux autres pays occidentaux. Bien sûr. Bon. Donc, c'est ça que propose la Russie à l'Ukraine, et je pense que ce n'est pas une proposition mauvaise. Bien sûr, on peut dire, bon d'accord, vous, Ukrainiens, vous allez perdre du territoire. Ce que demandent les Russes, c'est que les Ukrainiens reconnaissent une perte de 18% de leur territoire. Ils avaient demandé 22% à la Finlande.
Donc on est à peu près dans les mêmes proportions. Bon, mais après, il n'y a aucune demande pour que l'Ukraine se tourne directement vers la Russie. Je pense que c'est son intérêt, que son intérêt serait en réalité de se tourner vers la Russie, parce que avant 2014, pratiquement 45% du commerce extérieur de l'Ukraine se faisait avec la Russie. Et que l'Union européenne étant pour l'instant une zone de stagnation économique, et pour ne pas dire plus méchant, voilà, et étant appelée à le rester. Bon, l'Union européenne en tant que telle, je ne parle pas de certains pays qui, eux, sont plutôt en récession, bien, le fait de pouvoir profiter de la croissance actuelle de la Russie, de l'arrimage de la Russie à l'économie asiatique, qui est aussi l'une des sources de son développement, ne pourrait être que profitable pour l'économie ukrainienne. Bien. Donc, c'est cela. Mais on voit bien que pour des raisons idéologiques et politiques, c'est évidemment une pilule très amère à avaler pour les dirigeants ukrainiens. Le problème, c'est que plus ils font durer cette guerre, plus cette pilule sera amère. Alors justement, Volodymyr Zelensky, juste avant le 9 mai, a voulu intervenir. On le voit marcher dans la rue. Je vous propose qu'on regarde cette vidéo. Demain, les atrocités nazies seront évoquées. L'organisateur des fosses communes de Boutcha parlera de l'histoire de la guerre de sécession. Et le blocus de Leningrad sera évoqué par ceux qui ont organisé le blocus de Mariupol. Ce sera un défilé de cynisme, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Un défilé de bile et de mensonges comme si ce n'était pas des douzaines de pays alliés, mais lui-même qui a vaincu le nazisme. Comme le monde l'a fait il y a 80 ans quand c'est devenu évident pour tout le monde que le mal ne peut être apaisé, il faut le combattre. Ensemble, avec détermination, avec force. Par la pression sur le champ de bataille, dans l'arène diplomatique et dans l'espace économique, partout où cela est possible. Pour que plus jamais devienne une réalité, sinon le monde devra procéder à la dénazification et à la démilitarisation de la Russie. Bon alors visiblement, il n'est pas parti pour céder. Alors, il prend une position qui est évidemment une position extrémiste avant de commencer les négociations. Tout le monde fait ça dans une négociation. Bon. Après, il y a peut-être aussi une dimension idéologique qui est particulière. Et, si vous voulez, autant je suis en désaccord avec la présentation russe qui parle aujourd'hui d'une Ukraine nazifiée. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bon, mais ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a eu, depuis longtemps, une forme de tolérance des autorités ukrainiennes à une nostalgie nazie en Ukraine. Alors, cette nostalgie, elle touche évidemment des personnages, hein. La figure de Bandera. Bien sûr. Il faut quand même rappeler que Bandera est un criminel de guerre, est un génocidaire, non seulement par rapport à la population juive d'Ukraine, mais aussi par rapport à la population polonaise. Bon. D'ailleurs, il y a régulièrement des frictions diplomatiques entre le gouvernement ukrainien et le gouvernement polonais là-dessus. Et que, au travers de cette guerre, il y a une forme de mythification je dirais, des unités ukrainiennes pro-nazies, des volontaires ukrainiens au sein de l'armée allemande, ce qu'on appelait les IWI. Bon, tout cela, ça pose un véritable problème, parce que les premières victimes de ces nazis ukrainiens, ça a été les Ukrainiens eux-mêmes. Alors, même si il y a eu d'autres victimes, même si le fait qu'on considère aujourd'hui qu'environ 25 à 30% des gardiens des camps d'extermination étaient ukrainiens. Il faut le savoir, c'est une proportion importante. Bon, donc,
voilà, il y a ce problème. Et d'une certaine manière, je dirais que Zelensky est prisonnier du poids qu'il a laissé prendre dans l'espace politique ukrainien par ces extrémistes. Lui-même n'a rien à voir avec ces extrémistes, si vous voulez. Il n'a pas à voir avec grand-chose, lui, à vrai dire. Non. Sur le plan idéologique. Oui, idéologiquement, il est pro-occidental, mais pas plus. Bon. C'est un artiste. Donc il n'a rien à voir avec ces extrémistes. Sauf qu'aujourd'hui, une partie de l'armée ukrainienne ne tient que par ces extrémistes. Mais ça me conduit à une autre question, c'est qu'on a beaucoup parlé de ces questions de trêve. En réalité, si une trêve était diplomatiquement acceptée, est-ce que Volodymyr Zelensky serait capable de la faire appliquer? D'ailleurs, la question s'applique aussi pour Vladimir Poutine. Est-ce que l'un et l'autre seraient capables de faire appliquer une trêve qu'ils auraient décrétée? Alors, pour Vladimir Poutine, il n'y a aucune question. Oui, la trêve sera appliquée et toute personne qui s'amuserait à violer cette trêve subirait des conséquences assez déplaisantes. Bon. Pour Zelensky, oui, se pose un problème. C'est-à-dire que ce que l'on peut penser, c'est que si Zelensky acceptait maintenant une trêve dans des conditions qui soient très défavorables à l'Ukraine, il pourrait y avoir une forme de soulèvement, justement, de ces fractions les plus extrémistes nazifiées qui existent aujourd'hui dans la société et dans l'armée ukrainienne. En réalité, là, il ne faut pas regarder comme un parallèle ce qui se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais de regarder beaucoup plus ce qui s'est passé en Allemagne après la fin de la Première Guerre mondiale, où le gouvernement civil allemand, qui avait remplacé Guillaume II, négocie, il y a l'armistice, et le traité de Versailles, et immédiatement on a la constitution de corps francs au sein de l'armée allemande, issue de l'armée allemande, d'un mouvement d'extrême droite, qui donnera par la suite le mouvement nazi. Ce ne sont pas encore des nazis en 18-19, mais ils ont déjà une idéologie qui est très proche de celle de Hitler, et ces gens vont faire une politique d'assassinat dans la classe politique allemande. Je signale que l'un des grands dirigeants allemands, Walter Rathenau, sera assassiné par ces gens-là. Alors, ce n'est pas le parti nazi, c'était l'organisation Konsul. Mais dont un certain nombre de membres sont après passés au NSDAP. Donc on sera plutôt dans ce type de situation. Et de ce point de vue-là, il serait important que les Occidentaux, les amis de l'Ukraine, comme ils s'appellent eux-mêmes, donnent les moyens au gouvernement ukrainien d'établir son autorité sur la totalité de ce qui restera à l'Ukraine. Parce que, d'une certaine manière, on aura une situation de proto-guerre civile qui pourrait se développer. Donc, en fait, si je vois une utilité à des troupes occidentales en Ukraine, en sachant que les Russes sont pour l'instant très opposés à la présence de ces... Mais s'il y a une utilité possible, c'est pour renforcer le pouvoir politique à Kiev contre d'autres factions. Contre ces factions. Et ça sera un véritable problème, avec aussi un autre problème, qui est le fait que, admettons que ces factions soient, en fin du compte, éliminées, ce qu'il faut espérer d'ailleurs, ça veut quand même dire que toute une série de gens aux idées extrémistes vont se répandre en Europe. Donc, c'est un autre problème. Bien sûr. Dans tout cela, évidemment, on a beaucoup entendu Trump qui voulait faire la paix. On a l'impression que ces derniers temps, il s'en détache un peu. Là, de ne pas réussir à faire avancer les choses d'un côté comme de l'autre. On voit bien que la situation semble un peu bloquée. Ce que je vous propose, c'est d'écouter très rapidement John Bolton. Il a travaillé aux côtés de Donald Trump lors de son premier mandat. C'était le conseiller à la sécurité.
Trump n'a pas de philosophie, il n'a pas de grande stratégie pour la sécurité nationale, il n'élabore pas des politiques au sens où on l'entend. Il pense que s'il a une bonne relation personnelle avec Vladimir Poutine et que les États-Unis auront un bon rapport avec la Russie, il apprécie Poutine, il pense qu'ils sont amis. Ce n'est pas ce que pense Poutine. Poutine pense que Trump est une proie facile qui peut facilement manipuler. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait ces dernières semaines, il l'a manipulé. Alors pour le coup, j'ai peut-être pas précisé, mais John Bolton, c'est le chantre des néoconservateurs, quand même. Oui, c'est surtout celui qui avait construit ce mensonge sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. La fameuse fiole. Oui, la fameuse fiole. Et d'ailleurs, il a non seulement menti, mais il a organisé un service de renseignement, une CIA parallèle à la CIA officielle, pour faire avancer les idées des néoconservateurs. Et il est le responsable de l'une des plus graves crises au sein du monde du renseignement américain, qui a été créée justement lors de la présidence de George W. Bush, c'est-à-dire de Bush Jr. Bon, donc c'est un personnage qui devrait peut-être commencer à s'interroger sur sa responsabilité dans ce qui a été l'un des grands affaiblissements de la politique américaine. Après, que Trump cherche à appliquer dans les relations internationales sa stratégie, je dirais, économique, ou plutôt sa stratégie commerciale. Et il dit, voilà, bon, en fait, ce sont les intérêts économiques qui motivent les différents dirigeants. Et s'il s'agit de passer un accord économiquement, moi je sais faire, etc. Bon. Je pense que là, il se trompe. Non pas que l'économie ne soit pas importante, je suis le premier, en tant qu'économiste, je suis le premier à dire que l'économie est au centre des relations internationales. Bon. Mais ce n'est pas au centre des représentations. Quand il s'agit des représentations, eh bien on a des phénomènes historiques, des phénomènes idéologiques qui jouent de manière extrêmement importante. Et là, ce que ne comprend pas Trump, qui n'est pas un ignare, si vous voulez. Il y a une manière de le décrire dans la presse française et généralement dans la presse européenne qui est absolument absurde. Non, Trump n'est pas un ignare. Non, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas passé par une grande fac. Il est passé par une grande fac. Alors, on peut considérer qu'il est vulgaire, qu'il a des comportements plus que douteux avec les femmes. D'accord. Beaucoup d'autres présidents l'ont eu. Et de ce point de vue-là, je ne veux même pas faire la comparaison avec John Kennedy, qui n'était pas vraiment mieux sur ce terrain. Bien. Le vrai problème de Trump, c'est qu'il pense que ces questions idéologiques et historiques sont solubles dans l'économie. Ah non, elles ne le sont pas. Alors je ne dis pas que les questions économiques ne soient pas importantes, bien sûr qu'elles sont très importantes, mais je dis simplement qu'il y a une forme d'irréductibilité de la question idéologique et politique dans la politique internationale, et que ça, il faut en tenir compte. Or, et comme énormément d'Américains, sauf des spécialistes peu nombreux du monde européen et du monde russe, évidemment, il ignore tout ça. Il ignore parce qu'on ne lui en a pas parlé à l'université. Si vous voulez. Mais peut-être aussi parce que les États-Unis sont quand même, d'un certain point de vue, n'ont pas le même terrain civilisationnel que des pays comme la Russie, qui viennent de l'Union soviétique, comme l'Europe, qui ont une histoire beaucoup plus longue et qui sont de fait beaucoup plus empreints de cette histoire. En fait, les États-Unis, c'est un produit de l'Europe au départ. Mais c'est vrai qu'il y a une vision américaine qui est une vision très court-termiste. Que les États-Unis ont tendance à ne pas avoir beaucoup de réflexion sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas du tout de réflexion sur le long terme. Mais ces réflexions sur le long terme, elles concernent essentiellement l'Asie. Si vous voulez, on voit qu'il y a une véritable réflexion sur le long terme, sur les relations
nippo-américaine qui commence aux États-Unis dès 1920-1921. Donc 20 ans avant la guerre avec le Japon. C'est là où ils commencent en fait à réfléchir. Et ils vont faire un espèce de plan en cas de guerre contre le Japon, qu'ils appliqueront pendant la Seconde Guerre mondiale, dès les années 36-37. Donc il y a quand même une forme de vision à long terme. Mais c'est vrai que la culture américaine, la psyché collective américaine, s'est construite en rejet de l'Europe. C'est construit en rejet de l'Europe parce que l'Europe, c'était là où on était opprimé, on était réprimé pour des questions religieuses. Une grande partie de l'immigration. C'est tuer le père un peu. Oui, mais surtout une grande partie de l'immigration vers les États-Unis, ce sont des sectes religieuses qui sont réprimées en Europe, en Angleterre, en Allemagne, etc., et qui partent vers les États-Unis. Bon, et on a du mal à assimiler cette espèce d'enracinement des idées politiques en Europe dans le temps très long. Bon. Donc effectivement, de ce point de vue-là, Trump, je pense, est mal armé, mais comme le sont tous les Américains, en réalité. C'est pas quelque chose qui est... Alors c'est peut-être plus visible avec Trump, mais c'est pas quelque chose qui soit une caractéristique en tant que telle de Trump. Ça touche beaucoup plus de monde. Il est très mal armé à comprendre les problèmes de long terme, alors, que ce soit la question de la sécurité de la Russie. Ça, il a beaucoup de mal à comprendre, mais c'est le même problème pour l'Asie. Il ne comprend pas cette notion du siècle de la honte qui est absolument au centre des représentations politiques, de politique étrangère des dirigeants chinois. Bon, donc oui, il y a un problème, et il a imaginé qu'il pourrait rapidement, en jouant sur les intérêts dits objectifs des uns et des autres, arriver à un cessez-le-feu et voire à une paix. Alors, il est vrai qu'il y a des dirigeants européens qui ne lui ont pas facilité la tâche. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Et il faudra un jour faire le bilan, d'une certaine manière, de la responsabilité des dirigeants européens dans la poursuite de cette guerre. Parce qu'ils ont donné des faux espoirs, des illusions à Zelensky. Bon. Mais il y a ça. Et d'une certaine manière, on va retrouver la même problématique au Moyen-Orient. Bien sûr. Ce qui d'ailleurs pourrait mettre Trump en conflit avec les dirigeants israéliens. Parce que Trump, lui, pense le Moyen-Orient bien au-delà de la question israélo-palestinienne. Il l'a dit d'ailleurs, il ne veut pas un écrasement de l'Iran. Bon, il veut que l'Iran abandonne son projet de passer à l'arme nucléaire. Non pas simplement parce que ça serait une menace potentielle pour Israël, même si Israël a beaucoup plus de forces nucléaires que ne pourra jamais en avoir l'Iran, bon ça c'est un autre problème, mais surtout parce qu'il ne veut pas que ça donne l'idée à d'autres pays de chercher à passer au nucléaire. C'est plutôt le problème de prolifération. Bien sûr. Qui, voilà, bon. Enfin, Israël n'a pas ratifié les traités de non-prolifération. Hein, Israël n'a pas ratifié les traités de non-prolifération et Israël a aujourd'hui probablement entre 80 et 150 têtes nucléaires. Bien. Bon, c'est une évidence. Donc, lui, il pense à un Moyen-Orient global. Et il a beaucoup de mal à comprendre, quelles que soient ses proclamations d'amitié, cette vision extrêmement fermée de Benjamin Netanyahou, qui, lui, pense au grand Israël, Eretz Israël, et qui, grosso modo, considère que l'Ancien Testament est l'équivalent d'un cadastre. Bon. Alors, heureusement, il n'est pas le seul en Israël. Heureusement, il y a une opposition en Israël. Mais, en fait, toute la vision de Trump implique la participation des pays arabes. Et comme les pays arabes disent, tant que le gouvernement israélien mènera cette politique à Gaza, il n'en est pas question, c'est bloqué. Je pense que Trump
va, quand il va être d'ici quelques jours en Israël, il va dire ses 4 vérités à Bibi. Et ça risque de ne pas... Contre qui il a déjà pas mâché ses mots à plusieurs reprises. Tout à fait. Et ça risque de ne pas faire plaisir, en fait, aux dirigeants israéliens. Pour conclure, Jacques Sapir, très rapidement, on a évoqué en long, en large et en travers, j'allais dire, cette célébration du 9 mai en Russie avec quasiment une trentaine de délégations internationales. Je ne peux m'empêcher, même si c'est un parti pris sans doute, et les téléspectateurs, je suis sûr, me le pardonneront, de le mettre en parallèle avec cette visite de Mohamed Al-Shara, le nouveau dirigeant syrien, mercredi dernier à l'Élysée aux côtés d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse, a expliqué qu'il ne fallait pas juger le nouveau dirigeant syrien, qui, rappelons-le quand même, a sans doute du sang sur les mains, puisqu'il s'était félicité aussi bien des attentats au Bataclan, mais qu'il a également participé aussi bien à Al-Qaïda, Al-Nosra et l'État islamique. Comment peut-on être crédible aujourd'hui dans ce monde qui se détourne petit à petit de nous ? Nous ne sommes plus crédibles. Il suffit de regarder ce qui s'est passé depuis 18 mois en Afrique, mais sur d'autres terrains aussi, par rapport à la position française. Nous ne sommes plus crédibles. Alors, qu'il faille discuter avec le nouveau dirigeant syrien. Oui, c'est une évidence. Les Russes, d'ailleurs, discutent avec lui. Mais discuter ne veut pas dire le recevoir. Et le faire en grande pompe. Et le faire en grande pompe. On peut très bien... même aller le voir dans un lieu neutre, le Qatar, voire peut-être Chypre, bon, etc. On n'est pas obligé non plus de lui donner du président, voilà. Puisque je ne sache pas qu'il a été élu. Tout à fait. Donc voilà, c'est ce qui ne va pas dans la politique de Macron sur ce point, c'est pas qu'ils disent il faut discuter. Ça, oui, c'est normal, tout le monde. Mais c'est qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des registres de discussion, que l'on peut discuter par personne interposée, que l'on peut discuter directement, mais pas nécessairement chez soi. Ça, c'est un point important. Et que quand on accueille un dirigeant chez soi, on l'accueille sur la base d'engagement de ce dirigeant. Donc, si ce dirigeant avait répudié publiquement ses actions passées, s'était engagé à, d'une certaine manière, garantir la sécurité de toute la population syrienne, et avait donné, pas simplement des engagements verbaux, mais avait donné des preuves matérielles de cet engagement, oui, on pourrait effectivement, à un moment donné, commencer à réfléchir à le recevoir. On a encore fait les choses à l'inverse, alors. On a fait les choses, malheureusement, à l'inverse, et tout ça parce que Emmanuel Macron se comporte en politique internationale comme un adolescent pressé. Or, la diplomatie, c'est l'art aussi de prendre son temps et de ne pas brusquer les choses. Donc, là encore, on a une idée qui n'est pas contestable, le fait de dire il y a une nouvelle réalité sur le terrain. Bon. Comment peut-on s'accommoder de cette réalité ? Comment peut-on faire en sorte que cette réalité puisse évoluer vers une plus grande stabilité du Moyen-Orient ? Oui, ça, ce sont des choses parfaitement entendables et ce sont des choses parfaitement admissibles. Mais est-ce qu'elles sont compatibles avec cette fermeture et ce blocage total quand il s'agit d'évoquer le point de vue de la Russie pour régler le problème de la guerre en Ukraine ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et ça pose un autre problème. On ne peut pas avoir une attitude réaliste, même si elle est complètement gâchée par cette volonté de presser les choses d'Emmanuel Macron. Bon, mais on ne peut pas avoir une volonté de mettre en place une politique réaliste au Moyen-Orient et une politique idéologique par rapport à la Russie. Et là, à un moment donné, tout le monde va se dire « Mais où est-ce qu'habite Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il habite dans le camp des réalistes ou est-ce qu'il habite dans le camp des idéologues ?» C'est ça, en fait, aussi l'un des problèmes. Mais là-dessus vient, je dirais, s'ajouter le style personnel
d'Emmanuel Macron, qui, d'une certaine manière, chaque fois sur le domaine diplomatique, peut avoir des idées qui sont des idées intéressantes, si vous voulez. C'est important de le dire. Hein, faut dire, il peut y avoir des idées qui sont intéressantes, mais dans l'application de ces idées, c'est toujours une catastrophe parce que, d'abord, il a démoli très largement la diplomatie française, c'est-à-dire les structures diplomatiques, les institutions de ces diplomaties, les hommes aussi, et après, parce qu'il veut toujours agir au plus vite. Eh bien non, la diplomatie, c'est, je le répète, l'art de prendre son temps par moment. Je vous remercie infiniment, Jacques Sapir, d'être venu jusqu'à nous. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Si vous voulez retrouver le dernier ouvrage de Jacques Sapir, n'oubliez pas La fin de l'ordre occidental, c'est sur la boutique de TVL. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro et portez-vous bien.